Bonjour à tous. Donc pendant cette heure de démonstration, je vais vous présenter l'écale dans son ensemble, donc au niveau HTBT, de la création du projet jusqu'à l'utilisation d'un schéma unifilaire. En attendant, je vais vous présenter rapidement la société, enfin le groupe Trace Software dans son ensemble, et après on passera à la présentation. Donc Trace Software, le groupe Trace est divisé en 5 entités. Donc la société Trace Software qui est éditeur de logiciels pour les électriciens. Donc Trace Software conçoit des logiciels comme les calques, Archillos Calc, et les calques P pour les électriciens. Tracepart est une société qui modélise des pièces en 3D donc pour les mettre en ligne pour les mécaniciens, donc pour des produits comme SolidWorks, Solid Inventor, PTC. Donc le but, c'est que les gens viennent télécharger et faire leur panier de contenu. La société Citelia fait partie donc, du groupe Trace, c'est un bureau d'études en énergie et thermographie. Donc c'est eux qui ont développé le produit Archelios Pro et Archelios Calc notamment, autour du photovoltaïque qu'on verra après. Les deux startups comme Bimenco et Green System, donc Bimenco est un petit peu comme Tracepart, une société qui tourne autour du BIM et qui met du contenu en ligne pour les gens qui travaillent dans le bâtiment, le tertiaire et qui ont besoin de faire du téléchargement de contenu BIM, donc pour des produits comme AutoCAD architectural, Revit, SketchUp et d'autres produits. Donc ça permet de télécharger du contenu, même d'en mettre en ligne éventuellement. Ça fonctionne comme un peu comme un réseau social. Et Green System, c'est une startup qui a développé un applicatif, une carte électronique qui permet de récupérer les données d'un bâtiment pour en connaître la consommation en énergie, en chauffage, en électricité, en eau, et éventuellement détecter des problèmes de fuite, etc. Et donc de faire des économies. Depuis plus de 30 ans, le groupe Trace donc, a développé des produits. Donc, au cours de sa vie, on a créé en 97 le produit TRCL, pour ceux qui l'ont connu. Donc, TRCL qui est devenu maintenant Elecalc, que je vous présenterai après. Donc, produit de calcul. Donc, vous voyez, ça fait très longtemps qu'on fait du calcul d'installation électrique norme NF à la base, et ensuite avec différentes normes européennes qu'on verra après. On a développé également en 2020 en 2000, pardon, un produit qui s'appelait Trace Electro sur une base AutoCAD. Donc, une CAO électrique qui permettait de faire du schéma multifilaire sur une base DWG. Ce produit s'est transformé par la suite en Elequarks, donc produit autonome Microsoft, enfin, Microsoft Office, et qui a été revendu par la suite en 2019 au groupe Dassault pour devenir SolidWorks Electrical. Le produit donc TRCL est devenu Elecalc classique en 2005 et est devenu maintenant donc en 2016 Elecalc 2016 avec la nouvelle génération que je vais vous présenter après. Et par la suite, on a développé autour d'Elecalc des applicatifs HTBT, BIM, courant continu et bien d'autres choses. Entre-temps, on a développé également le produit donc Archelios, à la base Archelios Calc pour les installations photovoltaïques. Est venu s'ajouter à ça donc, en 2014 le produit Archelios Pro qui permet de déterminer des gisements photovoltaïques. Et ensuite, en 2018, l'Archelios OEM qui permet de monitorer, de gérer des projets déjà existants à des fins de maintenance, évidemment, pour avoir des remontées d'informations sur des installations qui auraient des problèmes de fonctionnement. L'an dernier, donc, nous avons passé un partenariat avec Rexel qui nous permet d'avoir notre catalogue produit disponible chez Rexel. Et donc, vous pouvez éventuellement passer par votre vendeur Excel pour faire l'acquisition d'une de nos solutions. Voici nos implantations donc, sur la planète. Nous sommes un groupe, une société française basée en Normandie avec des implantations européennes en Espagne, en Italie. Sur la Belgique, c'est moi qui suis le revendeur. Je suis basé en France, mais je travaille sur la Belgique et le Benelux avec mon collègue néerlandophone. Également une agence en Allemagne et une agence au Maroc, en Chine. Et après, ce sont des revendeurs sur la sud de l'Amérique et également en Inde. On passe par des revendeurs au niveau de la revente des produits Trace Software. Donc la suite Elecalc, les solutions Elecalc proposent aujourd'hui une interface qui permet de faire l'ensemble des calculs et des réseaux sur la même interface. Donc on peut faire de la basse tension uniquement, de la HTBT également, bien sûr, dans la même interface que je vous démontrerai après. On a également des modules comme du courant continu qui permet donc d'encoder un réseau allant de 0 à 1500 volts avec des redresseurs ou une alimentation par batterie, pardon, ou redresseur, je vais y arriver. Un module arc flash également qui vous permet de faire des études de risque d'arc flash au niveau des armoires, on va dire,
en acheter ou en BT également, et les différentes normes disponibles dans le produit qui sont des produits, des normes que vous pouvez acquérir par la suite. Donc la NAF, la CEI, le RJE, norme belge, la NIBT, la VDE et la REBT et d'autres qui vont également arriver dans un futur proche. Et les calques a également un applicatif BIM qui permet de s'interfacer avec des produits, entre autres comme Revit, mais en fait, on lit du fichier IFC4 directement depuis les calques. Donc, dans l'interface et le calque que je vais vous présenter après, vous pouvez faire l'acquisition d'une application BIM qui vient vous donner la possibilité de lire un fichier 3D. Le but de lire cette maquette 3D, c'est de l'interfacer évidemment avec votre produit architecture 3D, donc notamment avec Revit. On a un plugin directement intégré dans Revit pour les calques. Donc vous allez récupérer la maquette, vous allez pouvoir indiquer quel élément dans les calques correspond à quel élément dans votre maquette, et surtout vous allez pouvoir router les câbles et donc en déduire des longueurs, des sections, des taux de remplissage de chemin de câble, etc. Donc on lit du format IFC4, on ne lit pas de maquette Revit dans les calques, on est capable de lire du format IFC4, qui est un format d'export dans lequel vous allez trouver des données techniques et graphiques qui sont exploitables sur plein de produits en fait. Donc c'est une sorte de passe-partout. On a un applicatif également, enfin un produit qui s'appelle Elecalc EP, qui est complètement autonome d'Elecalc. C'est une partie spécifique. En France, on a une norme par rapport à ça, mais ça fonctionne également partout. Donc le but étant de trouver les bonnes chutes de tension sur des chaînes d'éclairage pour des routes ou des parkings ou autre chose, évidemment, ça fonctionne. Donc surtout aujourd'hui où on a des LED, on a pas mal de choses comme ça. Donc c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien lorsque vous avez des chaînes d'alimentation d'éclairage pour déterminer les longueurs entre chacun des poteaux, les protections, et donc surtout les chutes de tension et avoir la bonne section sur toute la longueur de votre réseau. La suite Archelios vous permet de dimensionner des installations photovoltaïques comme je vous l'ai déjà un petit peu expliqué. Donc on a Archelios Pro qui permet de déterminer un gisement, amortissement et rentabilité de votre gisement, évidemment, c'est-à-dire combien de panneaux il vous faut pour produire autant d'énergie et quelle va être sa rentabilité, son amortissement sur 10, 15, 20 ans. Archelios-Cal va vous permettre de calculer l'installation électrique photovoltaïque, donc les sections des câbles en courant continu et alternatif. Et Archelos OM va vous permettre de monitorer vos installations. Une fois que vous avez commencé à en installer pas mal chez vos clients, vous pourrez à distance avoir des remontées d'infos ou en temps réel la production de votre gisement photovoltaïque et voir s'il y a des pics ou des chutes de votre production. Alors c'est un produit qui est ouvert à l'import et à l'export de différents formats et qui également, on a également des applicatifs comme Archelos Ray qui permet de calculer les rayonnements éventuels si on a un bâtiment ou un aéroport par exemple ou autre chose qui serait amené à être ébloui par votre gisement. Donc on a capacité de calculer les rayonnements de votre gisement et également Archelos Map qui est un produit qui va vous permettre de vous aider à définir sur un plan topographique, donc sur un plan cadastral, le gisement photovoltaïque potentiel d'une ville, d'un pays, etc. Et donc indiquer à chacun des habitants s'il est éligible ou pas à l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc chez Trace Software, nous avons différents types de services, l'intégration de matériel. Donc si vous êtes client, vous avez la possibilité de dire tiens, j'ai pas telle référence fabricant, elle n'est pas disponible dans le catalogue de mon produit. Est-ce que vous la proposez? Nous sommes en contact direct avec les fabricants qui nous fournissent un maximum de données que nous rentrons dans les produits au fur et à mesure des demandes clients. On est également datadocké pour la France au niveau de la formation. Au niveau de la Belgique, c'est Volta qui reconnaît notre formation, qui participe à son financement. Au niveau du support technique, évidemment, lorsque vous êtes client LK, vous avez la possibilité de vous abonner aux mises à jour, support technique, demande de contenu, tickets, etc. Donc, c'est le support technique. Et on a également un service qualité, un suivi service qualité qui permet de vous contacter une fois que vous êtes client pour savoir si tout se passe bien, si vous avez bien installé le produit, si vous avez des questions particulières inhérents au produit et à votre utilisation. Voici quelques noms de sociétés avec qui nous travaillons, qui sont partenaires comme Rexel ou qui sont clients également de nos solutions. Donc vous voyez, c'est très vaste, ça va du bureau d'études à grosses sociétés comme SNCB, SNCF, STIB, Eiffage, des parlements par exemple, également ici. Des fabricants. Donc, vous voyez, on a vraiment différents types de partenaires. Donc, ça peut être des exploitants donc, qui vont utiliser les calques, par exemple, sur leurs usines, des bureaux d'études qui vont utiliser les calques pour faire les études de leurs clients.
n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un outil qui vous permet de poser des questions en temps réel. Donc, je tournerai la tête régulièrement pour voir s'il y a une question qui est posée. Alors, voici les calques 2020. Donc, évidemment, on est en train de faire la sortie de la 2021 qui sortira dans les prochaines semaines, qui proposera pas mal de nouveautés également. Donc, voilà l'interface. Donc, c'est une interface, vous voyez, bureautique qui s'est basée sur un développement Excel Word, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes manipulations, les mêmes menus que vous avez dans vos outils bureautiques habituels comme Excel Word, ce qui vous permet de passer d'un produit à l'autre, évidemment, donc de réduire la formation et l'utilisation du logiciel. Donc, ouvrir, nouveau, modèle. Vous voyez, donc comme dans tout produit de ce niveau-là, vous pouvez créer vos modèles qui vous permettent de partir sur un modèle existant. Donc, ça vous permet de renseigner un modèle. Et donc, c'est une sorte de copier-coller. Ça vous permet d'avoir déjà des renseignements prédéfinis sur votre modèle. Alors, ça peut être un régime neutre, ça peut être un client, ça peut être un environnement, etc. Donc, c'est vous qui créez vos propres modèles. Information, c'est sur le dossier ouvert. Donc là, j'ai ouvert un dossier d'exemple HTBT dans lequel on va renseigner l'altitude, la température, etc. du projet, du site. Le nom du client, indice de révision géré en automatique également. Oui, je peux très bien ici donner un nouvel indice et indiquer une nouvelle date. Oui, il va me poser des questions sur le nouvel indice et éventuellement enregistrer un fichier, un indice. Donc vous pouvez comme ça enregistrer les différents indices de vos fichiers et suivre l'évolution jusqu'au DOE final. Donc on verra après les sorties, sorties de schéma, sorties de notes de calcul, sorties Excel, les options du logiciel où vous pouvez programmer l'endroit où vous souhaitez stocker vos fichiers, le temps d'enregistrement, de sauvegarde, pardon. Moi, je le mets pas en démo parce que ça peut, des fois, c'est un peu gênant. Donc, mais là, vous avez une sauvegarde automatique tous les X minutes. Donc, ça vous permet évidemment de ne pas oublier. Et on a ici surtout la possibilité de choisir un fond de plan. Alors, je vais vous montrer après. Là, vous avez la possibilité de choisir un fond de plan, par exemple ici, ce type-là, un cartouche en fait, tout bêtement. Donc, vous pourrez comme ça définir un cartouche choisi pour vous avec votre logo, etc. Comme ça, vous pourrez imprimer exactement le schéma dont vous avez besoin. On peut travailler dans LCAC en plusieurs langues, français, allemand, anglais, espagnol, néerlandais, chinois, italien, et d'autres arriveront plus tard sûrement. Portugais, par exemple, je pense que c'est en train d'être fait, il y a pas mal de demandes là-dessus, notamment sur le Brésil également. Donc, vous pouvez travailler en français, imprimer en anglais, travailler dans la langue que vous voulez, dans l'interface, et imprimer dans une autre langue. Ça pose aucun souci, et ça fait partie du soft. Donc, si je fais ici nouveau, j'ai des modèles standards qui sont livrés dans le produit. Donc, je peux partir de l'un d'entre eux. Je peux également utiliser le modèle que j'ai créé pour mes démos. Alors, bon, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, dans mon modèle. C'est juste pour démarrer, pour éviter d'avoir voilà, une norme particulière. Moi, j'ai pris la NF. On pourrait prendre la norme européenne si vous le souhaitez. Donc, je fais un double clic sur mon modèle. Voulez-vous sauvegarder ce qu'il y a derrière? Non. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, je fais un zoom arrière. Vous voyez peut-être ici, on voit le cartouche qui apparaît. Donc, ce cartouche est complètement paramétrable. Vous pouvez le modifier, mettre votre logo, etc. Donc là, je suis parti sur un cartouche A3. On n'est pas obligé, hein, si je fais un clic droit à la souris à l'écran, masquer le fond de plan, là, je pars sur une page qui n'a pas de limite. Donc, les calques permettent de faire un synoptique complet partant de la source du co-consommateur. Et là, vous voyez, ça, c'est la barre de composants. Alors, ça ressemble pas mal, peut-être certains d'entre vous utilisent des produits de CO électrique du marché. Ça ressemble un peu à ça. Évidemment, notre slogan dans les calques, c'est dessiner, c'est calculer. Donc, on va avoir les mêmes mécanismes qu'une CO électrique, c'est-à-dire qu'on va avoir des symboles avec des repères, avec des localisations également. Donc, tout ça va nous servir à dessiner. Mais évidemment, le but, c'est quand même de calculer. Donc, on fait son dessin et après, il faut quand même encoder les informations électriques, longueur, mode de pause, intensité, tension, etc., etc., pour que les calques vous disent c'est bien, c'est pas bien. Donc ça, on va le voir au fur et à mesure. Donc en haut, vous avez un menu qui se déplie en 3 volets, pas 4 avec le bleu ici, qui est le menu principal, mais le volet accueil qui permet de retrouver les commandes de travail. C'est celui que vous allez utiliser le plus souvent, évidemment. Donc du dessin, on peut faire du dessin libre, on peut faire de la recherche. On utilisera les courbes également. Là, pour l'instant, il n'y a rien, bien sûr. On fera du calcul automatique et de la répartition automatique, la localisation, pourquoi pas des arcs flash, les scénarios. Alors les scénarios, c'est normal, secours, asynchrone, est-ce que vous voulez? En fait, ce sont vos process de fonctionnement. Et ici, la norme utilisée, donc vous voyez, je peux mettre CEI par exemple, là il va me changer le drapeau automatiquement, ou, RGIE, voilà, nos amis belges, NF, etc. Donc chaque fois que je choisis, alors je vous montre, vous voyez, là je suis en NF, voilà, je suis en tarif jaune. Si je prends RGIE, hop, je n'ai plus ces tarifs jaunes parce que ça n'existe pas en Belgique.
etc. Si je prends VDE, ben, je n'ai pas non plus ce genre de choses. Donc moi j'ai toutes ces normes-là parce que je travaille chez Trace, donc j'ai eu de la chance. Évidemment, vous pouvez acheter le produit avec votre norme de votre pays. Et après, si vous avez des marchés sur d'autres pays, il faudra acquérir la norme qui correspond. Alors allez, on va être neutre, on va faire CEI, comme ça parlera à tout le monde au niveau de, ça fâchera personne surtout. À droite, ici, vous avez également la schémathèque. Alors la schémathèque, encore une fois, c'est un environnement qui vous est propre. Là, nous, on vous livre ça. Après, vous créez ce que vous voulez dedans, vous enregistrez ce que vous voulez. Donc, vous pourrez créer des volets. Je fais un clic droit en fait à la souris, ajouter un nouveau projet, c'est dossier, pardon, un groupe, et vous venez stocker là-dedans tout ce que vous voulez. Et dans les calques, c'est comme une CAO électrique, c'est-à-dire qu'on sauvegarde tout ce qu'il y a dedans, les repères, les localisations, les matériels, les références fabricants. Et quand vous le rapatriez, vous rapatriez tout. Donc vous pourrez vous faire des choses prédéfinies et donc ça va vous faire gagner énormément de temps parce que vous allez du coup faire du copier-coller, vous allez faire des assemblages, du patchwork et donc prendre des morceaux puis venir les assembler pour faire votre synoptique. En bas, vous allez avoir la fenêtre de résultats de calcul. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, à partir du moment où je mettrai un composant, quel qu'il soit, hein, une prise de courant, voilà. Hop, voilà ma prise de courant. Automatiquement, on va me poser des questions. Intensité, bah, tiens, elle fait 16 ampères. C'est une prise mono. Pardon, hop, c'est une prise mono. Donc là, je le renseigne électriquement parlant. Ici, cette colonne-là, ça va être les renseignements de sa fiche d'identité, son ID, en fait, hein, son identité. Comment elle s'appelle, repère. Donc, on peut très bien ici changer la racine si on veut. On peut l'appeler à la main comme on veut. PC, je suis en minuscule, donc PC par exemple, PC1, PC2, description. Donc ça c'est vraiment du renseignement, localisation. Alors il m'a mis PR parce que PR c'est le projet. Vous voyez ici, on a ici les informations du projet, altitude 0, température 30, température du sol 20, etc. Donc ça c'est tout ce que je vais mettre à l'écran va prendre automatiquement cette localisation-là. Je peux dire, bah non, tiens, je vais aller dans la localisation, ok, j'ai mon projet. Sur mon projet, il y a une zone, il y a un bâtiment, il y a un étage, il y a un local, et dans ce local, il y a un TGBT. Donc là, après, vous les appelez comme vous voulez, vous donnez les numéros, parce que je sais que certains d'entre vous ont parfois des numéros assez complexes de bâtiments. Bah, vous les repérez ici, vous les remettez comme ça, automatiquement, vous saurez sortir. Le but de cette fenêtre, il n'est pas juste, OK, je fais une zone et puis c'est bon, c'est marqué TGBT. Non, non, c'est surtout pour indiquer, tiens, dans ce bâtiment-là, enfin c'est plutôt celui-là, bâtiment 1, on a un environnement différent du projet. Mon projet, il est à telle altitude, etc. Mais dans ce bâtiment, il est à 0 mètre. Bon, on va quand même pas s'amuser à le mettre plus haut. Voilà, il est ici, risque incendie explosif. Donc automatiquement, tout ce que je mettrai, je vais mettre une couleur. Tout ce que je mettrai à l'intérieur, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc B1, bah B1 il est déjà choisi. Je vais faire un contour comme ça, ouais, tac. On voit une petite icône qui est ici, à côté de mon contour, qui dit bah moi je suis différent de l'environnement standard, donc j'ai BE2, oui. Donc si je prends la prise qui est là, je la mets dedans, euh, lui il dit bah non, moi je m'appelle PR PC1, donc je n'ai pas les contraintes que vous m'avez demandé. Par contre, si je prends une nouvelle prise, là oui, vous voyez ici, on retrouve bien BE2. Donc, tout ce que vous allez mettre à l'intérieur, alors il y a, bah, pourquoi celle-là n'a pas changé? Bah, parce que quand je l'ai créée, elle n'était pas dedans. Donc c'est pas grave, je peux changer, hein. Je peux dire, bah tiens, je vais te relocaliser dans B1. Paf. Voilà, du coup, elle a hérité automatiquement. Vous pouvez aussi revenir sur une localisation ici et lui dire, bah non, tout compte fait, il n'y a plus les contraintes. Boum, du coup, ça disparaît. Alors, habituellement, c'est plutôt le contraire, hein. Vous faites un bâtiment, puis après, on vous dit, attention, c'est un bâtiment explosif. Vous lui donnez les contraintes et automatiquement, le produit va vous dire, bah attention, si on est en BE2, il va falloir respecter ci, il va falloir respecter ça. Donc vous avez compris qu'il est calque, il est là pour vous aider, il est là pour vous rappeler les règles, pour vous rappeler la norme, il n'est pas là pour vous punir, hein. Il est juste là vous dire bah, ce que vous êtes en train de faire, ça suscite telle ou telle remarque. Alors je vais supprimer ça, c'était pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, quand je supprime, on revient sur la page principale, et je vais aller créer, bah, j'ai mon TGBT, ok, bon bah je vais faire une zone TGBT, je vais chercher ici TGBT, je vais faire ça, voilà, je vais dire que ça sera mon TGBT, je vais chercher ici une alimentation. Je vais vous montrer quand même de la haute tension. Excusez-moi, j'oublie, mais voilà. Donc là, je prends de la haute tension. Tac. OK. J'arrive avec ma haute tension ici. Je vais chercher un symbole haute tension. Ça, c'est mon arrivée haute tension. Je vais mettre un câble. Alors, ce qui est sympa, c'est plutôt que d'aller chercher les composants à chaque fois, les ramener à l'écran, on va pouvoir passer la souris en dessous des composants et lui, les câbles va vous proposer la suite. En dessous de ce symbole d'arrivée d'alimentation, je peux partir avec un inter, un câble, une protection haute tension ou un transfo.
Donc là, j'ai câble, et quand je descends encore, j'ai câble simple, câble direct, j'ai câble multiforme, et j'ai également gain à barre. Donc là, pour aller récupérer et alimenter ma première cellule, je vais utiliser tac, un câble multiforme. Et vous remarquez que les câbles commencent déjà à travailler. On voit ici qu'on est on est en bleu. Alors, ça, c'est le symbole de haute tension. Voilà en bas à gauche, ici, les informations de ma haute tension. Et j'ai un petit bouton ici qui me permet de changer la couleur du réseau. C'est juste pour vous montrer, vous voyez, que tout ce qui part de là va prendre la même couleur. Et donc, partant de là, je saurai exactement qui alimente quoi. Donc, si j'ai plusieurs sources, je saurai où part le courant. Ici, dans ma haute tension, je peux lui dire, bah tiens, voilà, je sais que j'ai un abonnement de 1000 kVA avec une tension de 20 000 ou 11 500 ou 15 000 ou 5 500. C'est vous qui tapez ici les informations. Vous allez retrouver toutes ces informations-là et notamment ici le type de réseau. Alors, type de réseau souterrain avec un neutre faible impédant à 1000 ampères, neutre composé à 40 ampères, etc. Vous voyez, vous avez différents choix prédéfinis, mais vous pouvez également faire un choix manuel. Bon, là, il faut être un petit peu plus expert. C'est pas mon cas, donc je vais pas trop rentrer dans le détail. Mais voilà, ici, vous avez une fenêtre de saisie amont, réseau amont, où vous vous retrouvez ici réseau triphasé, homopolaire. Vous avez différentes fenêtres qui vous permettent d'encoder les informations si vous les connaissez, si on vous les a fournies. Même la saisie, vous voyez ici, saisie des impédances. Éventuellement, si vous connaissez que ça, bah, vous pouvez commencer à votre calcul de réseau en partant des impédances. Alors moi, je vais faire plus simple pour la démo. Je vais dire que j'ai ici un autre composé à 40 ampères. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie surtout d'indiquer, c'est ma mise à la terre. Par exemple, de 10 ohms ici. Alors, vous avez une interface, vous voyez un petit bouton ici à droite qui vous permet de créer les terres, les différentes terres. Donc, vous pourrez très bien, sur la même installation, avoir plusieurs terres. Et donc, à indiquer, là, j'ai une terre de 10 ohms. Je peux dire, bah, tiens, je vais en ajouter une, je lui donne un nom, et je vais lui dire ici, bah, c'est une terre qui fait 8 ohms, par exemple, ou même, allez, une super terre de 0,8. Tac. Voilà. Donc, et ça, on va pouvoir aller le brancher après sur un autre réseau. Alors, il est calque qui sera capable quand même de vous dire, attention, vous êtes trompé dans votre terre. Il sera capable de vous dire s'il y a un problème au niveau de votre terre. Également, les problèmes de tension de contact si vous avez une terre qui est mal réglée par rapport à votre réseau. Alors, si je continue ici sur mon réseau de tension, je vais venir ici marquer une protection pour mes cellules. Alors, vous voyez que c'est un petit peu aimanté. Vous voyez, tac, ça se met automatiquement. Je répète toujours tac, ça veut... c'est un tic. Là, je viens choisir mon répartiteur et je viens le raccorder sur la cellule suivante et on voit bien le courant qui passe. Et je vais continuer à aller chercher ici un départ de fusible. Tiens, j'aime bien celui-là. Voilà. Hop, voilà. Et je viens raccorder ici. Et ça continue. Vous voyez, je poursuis mon schéma. Ici, je vais pouvoir dire, bah, je pars de ma cellule avec un câble. Alors, tous les symboles, vous pouvez les agrandir. Et ce câble, il va aller alimenter un transfo. Et de mon transfo, je vais partir avec un câble. Vous voyez, on a changé de couleur. On est parti en rose ici, tac, on change de réseau, donc on change de couleur. Et pour la démonstration, je vais lui faire afficher, je fais un clic droit à l'écran, afficher le fond de plan. Je dois être vraiment à côté, voilà, effectivement. Regardez ça. Hop, c'est pas très grave. On va prendre ça, on va le mettre là. Voilà, donc là j'ai fait un plan de mon arrivée haute tension et je vais partir ici de mon tronçon avec un renvoi de ligne que je viens coller ici à la suite. Il passe en bleu également. Je fais un clic droit avec ma souris et je lui dis bah, poursuivre sur une nouvelle page. Et automatiquement, j'ai un nouvel onglet qui est apparu, comme dans Excel ou dans Word. Hein. Donc, je continue ici, vous voyez, donc j'ai page 1, page 2, et je continue mon schéma. Donc, sur le schéma d'après, bah, je vais continuer un peu ma répartition. D'ailleurs, je reviens sur mon fameux TGBT, justement. Tiens, ça va me permettre de dessiner mon TGBT. Voilà, bon, je peux mettre la flèche dedans. Sur mon TGBT, je vais lui dire que j'ai... Alors, vous voyez, je passe ma souris aussi en dessous. Hein. Tac, voilà, j'ai une protection qui arrive à mon TGBT, un répartiteur qui arrive à mon TGBT. Je vais pouvoir l'allonger ici, pourquoi pas. Et sur mon répartiteur, je vais passer ma souris et automatiquement mettre un premier disjoncteur. Alors je peux faire ça aussi, dire bah tiens, mon disjoncteur il s'arrête là, là c'est mon armoire en fait. Hein. Donc je peux ici partir de mon armoire avec un câble pour aller après sur un consommateur. Donc le consommateur, vous avez force motrice, prise de courant directe, donc on alimente une seule prise de courant. Là c'est prise de courant d'une pièce où on va arriver sur une première prise et on va distribuer sur plusieurs autres prises. On va pouvoir indiquer les distances entre chacune des prises. C'est pareil pour les éclairages, c'est pareil pour
les résistances, donc les radiateurs, et vous avez également un symbole générique qui vous permet, alors je vais vous le montrer, voilà ici, vous voyez en bas à gauche, ce symbole générique me permet d'encoder l'alimentation d'une armoire, d'une machine, de ce que vous voulez en fait. Le principe étant de dire, voilà, j'ai une charge au bout, alors ça peut être une charge en kilowatts, ça peut être une charge en ampères, vous avez un bouton ici qui vous permet de basculer d'un côté à l'autre, soit vous avez l'information en ampères et on vous dit, bah, moi j'ai besoin de 250 ampères ici, en triphasé, non, tétra. Vous voyez automatiquement, hop, on a ici les petits symboles qui changent. Vous pouvez également indiquer qu'il y a une terre locale, remettre la même terre que tout à l'heure ici, pourquoi pas. Vous avez également ici les THD. Alors c'est THDI, les taux d'harmonique. Alors là, on a mis 60 pour, si on veut dire que c'est une armoire, il se peut qu'on ait un THDI arrivé à cette armoire-là qui est de 60, pourquoi pas. Alors vous pouvez évidemment ici le changer. J'y reviendrai plus tard sur ce THD. Vous avez après différentes choses ici comme chute de tension admissible. Donc c'est vous qui pouvez dire, bah, moi je ne veux pas dépasser 5%. Et lui vous dira si c'est bien ou si c'est pas bien par rapport à ce que vous définissez ici. Évidemment, il ne va pas perdre de vue que la norme vous interdit de dépasser certains pourcentages en fonction des régimes de notes que vous utilisez, évidemment. Mais là, c'est vous qui pouvez forcer. On s'aperçoit qu'on a des petits points qui apparaissent, enfin des points rouges, des jaunes, des bleus, qui apparaissent sur les calques. Donc là, il sait déjà que si on veut transporter 250 ampères au bout du câble, vous voyez, pourtant mon câble, je viens dessus, il fait 0 mètre. Vous voyez, en bas à gauche, ici, j'ai cliqué sur mon câble, 0 mètre, mais il sait déjà que si je veux envoyer 250 ampères ici, il va falloir une section d'au moins 180 carrés. Donc, comment il sait ça? Bah voilà, 250 ampères ici, il sait qu'il me faudra 250 ampères. Je vais revenir un peu plus haut sur mon transfo. Même principe, il me dit, bah, votre transfo ici, il va pas, quoi. Il y a des problèmes. Il va vous mettre en rouge. Vous voyez les cas, vous dit, bah là, il y a un problème, c'est en rouge. Il manque la tension primaire. Alors, je sais plus, j'avais mis du 11005, si je me rappelle bien. Voilà, 11005. Voilà, donc je vais mettre ici. Alors, je remets la même chose, mais il arrive que parfois, vous avez chez vous un peu moins. Allez, je vais mettre 11 000. C'est-à-dire, arriver ici derrière le transfo, vous n'avez plus que 11 000 et puis 11 005. Ça, apparemment, ça arrive à certains de nos clients. Ici, sortie secondaire, 410 volts en charge et 400 à vide, pardon, excusez-moi, et en charge. Désolé. 400 à vide et en charge. Vous voyez, donc du coup, ça passe en blanc, c'est-à-dire j'ai bien renseigné l'information et maintenant il calcule. Il me dit, ben voilà, si vous souhaitez euh, livrer vos 250 ampères, ça ne va pas le faire parce que votre source, elle ne délivre que 2,82 ampères. Normal, elle ne fait que 2 kVA. Hein, donc évidemment, ça ne va pas aller. Là, pareil, le câble, vous voyez, il m'indique automatiquement. Donc on peut partir du principe qu'il y a les câbles qui calculent en automatique tout le temps, donc en temps réel. Donc c'est pas la peine d'aller appuyer sur le bouton qui est là, il calcule déjà. Le bouton, en fait, va vous servir à régler les problèmes. Vous voyez, automatiquement, en appuyant sur le bouton, en fait, je vais autoriser à changer la valeur. Je recommence au ralenti, hein, pour ceux qui étaient un peu vite. Voilà, là, je suis à 2 kVA. Évidemment, ça suffit pas. Alors j'ai la possibilité de le voir ici, vous voyez, j'ai mon bilan de puissance. Donc je vais augmenter un peu la puissance de mon transfo. On voit dans le graphique, en fait j'utilise la molette de ma souris hein, pour monter dans les tours. Vous voyez, hop, ici, hop, automatiquement à un moment je passe au-dessus de la barre nécessaire. Donc là le transfo que je choisis, de 200 kVA, apparemment, bah, il suffirait à absorber mes 250 ampères. On peut le vérifier avec l'icône qui est ici. Effectivement, mon transfo peut délivrer 281 ampères,63. Formidable. Alors comment il sait ça? Bon là j'ai un transfo en fait TT, je suis en régime TT, donc là je suis sur la fiche du transfo, j'appuie sur le bouton saisie avancée, je suis ici sur un transfo DY avec un taux horaire de 11 et j'ai une tension de courant de court-circuit de 4%. Alors bien sûr ça vous savez très bien si je mets 6, 4, là je tape à la main, hein, c'est moi qui tape les informations. Évidemment, il ne faut pas taper non plus n'importe quoi, hein, sinon ça serait un petit peu triché. Mais si vous avez la fiche technique évidemment de votre transfo, bah, vous savez ce qu'il faut taper. Ça vous permet aussi de trouver le bon transfo qui correspondrait bien à votre installation, évidemment. Donc là, on retrouve la terre que j'ai choisie tout à l'heure. On retrouve ici le type de régime. Donc là, je suis en TT, on peut être en TNC, TNS, etc. Oui, donc, alors je peux changer. Regardez, vous voyez, on voit ici PEN automatiquement. Donc TNS, on voit les différents types de réseaux le régime de notes pardon, qui apparaissent. Il ne faut pas oublier de redistribuer le neutre quand on change de régime.
Donc dans les calques, vous pouvez très bien dessiner complètement votre synoptique et puis à un moment décider de changer de régime de notes pour des raisons X ou Y et voir ce qui se passe au niveau de votre installation. Donc les calques est très bien pour des installations existantes, bien sûr, c'est-à-dire de l'ancien ou du neuf également, ça marche très bien. Mais pour de l'ancien, ça marche très très bien. On va pouvoir encoder exactement ce qui existe sur le terrain et voir si notre installation fonctionne très bien. Donc ici, au niveau de la section du câble, je peux lui mettre ici une longueur, je vais mettre 35 mètres par exemple. Et lui, c'est déjà, vous voyez, on a ici la fenêtre d'information, section de phase 181,32. Alors ça n'existe pas dans le commerce, évidemment. Comment il a trouvé ça? Parce qu'il doit faire transporter les 250 ampères qu'on a programmés tout à l'heure. Donc ici, si je vais dans saisie avancée, je vais trouver une fenêtre de saisie des câbles où je retrouve les différents types de canalisation avec conducteur avec PE. Donc on voit bien le dessin, le PE il est bien dedans. PE séparé, entre F, jointif. Alors je rappelle qu'on est en norme IEC, hein, pour ceux qui éventuellement auraient des incompréhensions. Je suis pas en C1500, je suis en IEC. C'est pour ça qu'on a ce genre de choses ici au niveau des câbles. Il y a un peu plus de possibilités en IEC, notamment au niveau des chemins de câbles verticaux, par exemple, des choses comme ça. Donc là, si je lui dis, bah non, je suis sur un chemin de câble perforé 31H, il vous propose ici les distances, etc. Donc cette fenêtre, c'est vraiment la norme. Là, il n'y a pas le choix. La norme dit que la CEI propose ça, la RJE propose autre chose, etc. Donc on respecte la norme en utilisant ce que le produit vous propose. Et lui, il sait qu'il nous faudrait une section plus importante, mais est-ce que lorsqu'on va ajouter les contraintes de mode de pose du câble, est-ce qu'il va nous demander une section supérieure encore? C'est possible. Il se peut qu'ici on lui dise, ben voilà, j'ai 3 câbles sur la tablette, donc automatiquement le coefficient va augmenter, enfin baisser plutôt, nos contraintes vont augmenter, ce qui va faire baisser ici le coefficient global. Et ce coefficient global induit directement la section de mes conducteurs. On voit la phase, on voit le neutre ici. Donc en fonction de ce que vous allez prendre, on voit automatiquement que ça réagit derrière. Vous avez aussi la possibilité d'indiquer dans les calques ici différents tronçons, c'est-à-dire mon câble va traverser ici différents états. Donc il part du nord, il fait beau, il arrive dans le centre, il fait moyen, il arrive dans le sud, il fait très beau. Donc vous pouvez lui indiquer ici par où il va passer. Est-ce que là on va passer en enterré? Est-ce que là on va passer en caniveau? D'accord? Et puis à chaque niveau, est-ce qu'on va avoir des câbles qui vont être connus? Et donc lui, son but, c'est de vous indiquer, voilà, tac, ici c'est tronçon 3 qui est le plus défavorable des trois cheminements traversés. Donc à droite, le tronçon en question, donc là c'est le tronçon 2, vous voyez, voilà, ça c'est le tronçon 3, ici. Et donc il me dit, normalement, si vous avez un IZ brut, vous pourriez faire traverser 19,5 ampères, mais avec votre IZ multiplié par K, vous pouvez faire traverser plus que 7,6 ampères. Donc il va falloir augmenter évidemment la section par rapport à ces contraintes que je viens d'ajouter. Donc on peut en ajouter autant qu'on veut des modes de pause, mais bon après je pense qu'à un moment c'est pas trop utile. On va plus s'en ressortir, mais vous pouvez comme ça vraiment trouver le bon mode de pause. Alors je vais pas trop mettre de contraintes non plus, ça serait un peu embêtant. Là je vais lui demander de calculer, enfin de modifier, parce que calculer il a déjà fait puisqu'il sait que c'est 181,32 mm². En appuyant sur ce bouton, en sélectionnant l'élément et en appuyant sur le bouton, je lui demande de résoudre automatiquement le problème. Donc il me dit, bah là, il faudrait 185 carrés en cuivre. Je peux passer en alu éventuellement. Là, il me dit, bah, 185, ça ne marche plus, etc. Vous voyez, donc vous retrouvez bien toutes les informations que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre métier de tous les jours au niveau de vos installations. Si je vais sur la nouvelle page ici, alors je vais un petit peu changer tout ça pour vous montrer les mécanismes délicats. Je vais supprimer ça. Je vais mettre ici une prise de courant pour faire quelque chose de simple, pour vous montrer la multiplication, etc. Vous montrer des choses délicates. Je vais mettre en mono. Je vais mettre du 16 ampères. Voilà. Alors là, tout de suite, il me dit absence de protection différentielle. Comme je suis sur un régime TT, il vous dit, bah, normalement, dans ce cas de figure-là, il faudrait mettre un différentiel sur une prise de courant. Donc, je viens sur le disjoncteur et je peux changer le comportement. Donc, j'ai différentiel magnétique, différentiel magnétique, pardon, disjoncteur magnétique, haute tension et fusible. Donc, je mets un différentiel et l'erreur a disparu. Alors, pour lui, c'est pas, encore une fois, excusez-moi, je me suis trompé, disjoncteur, différentiel, disjoncteur, voilà.
lui, c'est pas une erreur, c'est-à-dire qu'il vous avertit que là, il faudrait résoudre le problème. Donc, soit j'enlève la prise et je mets autre chose et mon disjoncteur sera bon, ou soit je lui dis, ah ok, d'accord, bah, il faut une prise, un disjoncteur différentiel. Donc, l'erreur a disparu. Encore une fois, Elecalc n'est pas là pour vous mettre tout en rouge, hein, c'est pas le but, c'est surtout vous mettre en évidence des choses qui ne vont pas pour vous aider à les résoudre. Donc ici, le disjoncteur, il me dit, si vous mettez une prise 16 ampères, il faudrait protéger à 16 ampères, puisqu'on veut avoir 16 ampères au bout. Donc là, vous voyez, il m'a rien mis. Je peux lui demander de le faire en automatique. D'accord? Je peux dire, bah tiens, résous-moi le problème. Vous voyez, hop, 16 ampères, courbe C. Il a tout fait tout seul. Ou alors, je peux le faire à la main, hein. Je peux très bien venir ici, dire, bah non, c'est courbe B, c'est courbe. Vous voyez, vous avez entièrement la main sur Elecalc, vous faites ce que vous voulez. Lui, il vous dira, c'est bien, c'est pas bien. Là, il me dit, courant différentiel non saisi, effectivement. Là, ça, il ne peut pas le faire tout seul. Il vous demande de résoudre ce problème. Je viens sur mon câble, on va lui mettre 21 mètres, par exemple ici, en 1,5, contrainte thermique, bah, ok, on va mettre du 2,5 pour voir. On a toujours un problème de contrainte thermique, on va essayer de le résoudre après en utilisant une référence fabricant. Et moi, mon but, c'est de vous montrer ici que si je prends ça, je fais un clic droit dessus, je peux répliquer. Vous voyez, une fois que vous avez fait un départ, Elecalc vous aide. C'est là où on retrouve les mécanismes de dessin de CAO électrique, hein. Q6, Q7, Q8, Q9, etc. Vous voyez, W, etc. Donc, automatiquement, il y a un repérage qui se fait en automatique. Et vous avez comme ça la possibilité de venir faire des sélections multiples. On pourrait dire, bah tiens, non, tout compte fait, ils font 23, tout compte fait, ils sont en caniveau, etc., etc. Vous voyez, donc vous pouvez comme ça faire des sélections sur plusieurs éléments en même temps. On va pouvoir ici dire, bah tiens, non, c'est PC bureau. Voilà, donc j'ai mis une désignation un peu partout. Et dans les cas, vous avez également différents types d'affichage. Par exemple, si je vais donc dans le deuxième onglet qui est ici, que je ne vous ai pas expliqué encore, c'est tout ce qui est affichage. Donc on peut supprimer le menu qui est en bas pour gagner de la place au niveau affichage de la fenêtre de travail. On peut changer la grille, faire apparaître les post-it, parce que vous pouvez, sur les composants, indiquer des remarques pour plus tard. Vous voyez, donc il ne faudra pas que j'oublie de regarder ça. Donc on va pouvoir dire, bah non, je ne fais pas afficher les post-it. Donc vous voyez, c'est des choses après de gestion, ça, hein, d'utilisation, la grille. Et vous allez ici également trouver le catalogue. Alors c'est important maintenant de montrer également le catalogue et les calques. Donc ça, c'est le catalogue qui est livré dans le produit. Alors nous, on vous livre beaucoup de choses. Maintenant, on livre par pays. Vous voyez, vous pouvez choisir également quel type de catalogue vous souhaitez utiliser, ce qui va vous permettre, plutôt que de télécharger l'ensemble de tous les articles que nous on livre, de n'avoir accès qu'à ce qui vous concerne dans votre pays et donc de réduire le choix et donc d'accélérer le fait de trouver le bon matériel. Donc on va trouver ici de ABB, vous voyez, il y a énormément de fabricants. Alors tous ne font pas des prises de courant ou des disjoncteurs, hein, chacun d'entre eux a sa spécialisation. Donc vous pouvez comme ça voir un petit peu tout ce qui se passe. Ah, tiens, celui-là c'est quoi? C'est du câble. Ok, celui-là Socomec, bah, ils font des fusibles, des interrupteurs. Donc comme ça, vous pouvez vous cocher ou vous décocher ce qui vous intéresse pas. Et vous faites une sauvegarde du catalogue que vous souhaitez utiliser. Vous avez également un catalogue utilisateur, c'est à vous. Donc vous pouvez dans les calques, comme je vous montrerai après, rajouter vous-même vos propres références. Donc on fait une distinction entre nous, ce qu'on fait, et ce que vous faites, pour éventuellement, si nous on a fait une erreur de saisie, qu'on la trouve facilement, ou si vous, vous faites une erreur de saisie, que vous trouvez facilement d'où vient le problème. Vous avez également ici des paramètres, donc paramètres de repérage. On peut repérer automatiquement en tenant compte du projet. Donc il n'y aura jamais 2 fois Q1 dans tout le projet, ou alors par localisation. Donc c'est-à-dire que si vous avez plusieurs coffrets, vous avez vu, là j'ai mis dans TGBT, je peux avoir X armoires dans mon installation, donc TD1, TD2, TD3, etc. Donc chaque coffret, je pourrais demander de recommencer le repérage à chaque localisation. On peut avoir un repérage CEI. Alors le CEI, c'est avec le petit plus, le égal, le petit moins, pour indiquer si c'est la fonction de la localisation de chacun des symboles. Et vous avez les racines ici. Ça, c'est normalisé. Hein, donc on regarde la norme et puis on dit, bah voilà, la norme dit qu'il faut mettre un G, une alimentation BT. Ok. Si vous voulez mettre autre chose, bah, vous mettez autre chose, vous avez tout à fait le droit. Vous allez retrouver également ici des paramètres de calcul. Est-ce que vous souhaitez faire une filiation dans votre calcul? Est-ce que vous souhaitez contrôler la sélectivité? Là, c'est plutôt sans filiation. Quand vous cochez, il n'y en a pas. Et quand vous décochez, il y en a une. Et ça, c'est pour les gens qui travaillent avec des câbles anglo-saxons en pouces. Donc, si vous souhaitez utiliser des câbles anglo-saxons, vous avez
la possibilité de le faire. Donc, vous voyez, voilà un petit peu comment fonctionne les calques. Je vais enlever le post-it parce qu'il nous embête. Ici, sur ce disjoncteur-là, vous voyez, il n'y a rien de saisi. Mais lui, il sait déjà qu'il faudrait un courant d'emploi de 96 ampères. Alors, comment il a calculé ça? Ben, en fait, il a pris toutes les prises et il a dit, ben, il faut 96 ampères. En fait, il se trompe pas, hein, lui, il a bon, hein, c'est moi qui se trompe. Si je viens sur mon répartiteur qui est ici, le deuxième icône qui est là me permet de voir ce qui se passe sur mon répartiteur au niveau du bilan de puissance. Donc je vois qu'effectivement, bah, tout est sur la phase 1 et phase 2, phase 3, il n'y a rien. Donc je suis en train de surcharger la phase 1. Alors c'est possible, hein, si j'ai pas fini mon schéma, puis que je continue après sur un autre folio et que je rajoute des départs, à un moment, j'ai peut-être équilibré. Mais si c'est pas bon, si effectivement je souhaite vraiment équilibrer, à ce moment-là, dans mon affichage, je vais venir vous montrer, je crois que c'est celui-là, voilà. Ici, cette icône-là, vous voyez, vous avez 3-4 icônes ici qui vous permettent de faire des affichages simples avec les informations de calcul, bilan de puissance et également ici courant de court-circuit avec la chute de tension. Vous voyez, on a la chute de tension à chacun des éléments et celui-là, on a le raccordement. Et là, et là, et là, et là, et là. Donc effectivement, comme ils sont tous branchés sur la phase 1, alors c'est dû au fait que tout à l'heure, j'ai volontairement dupliqué avec la phase 1, je peux venir sur la prise et lui dire, bah non, toi, tu es sur phase 2, et on voit automatiquement le réseau qui va s'équilibrer. Donc comme moi, je suis pas tellement courageux, je vais me dire, bah tiens, je vais prendre tout ça, et je vais appuyer sur le bouton répartition automatique, et il va se débrouiller pour équilibrer mon réseau. Ce qui fait que maintenant, ici, sur ce disjoncteur-là, c'est plus 32, 96 qu'il me faut, mais 32, puisqu'on a équilibré, donc j'ai besoin de 32 par phase. Donc tout va bien. Et je peux également continuer mon bilan de puissance sur ce répartiteur-là en disant, bah, en fait, j'ai que la moitié des prises qui sont utilisées, donc, oh, pardon, j'ai des gros doigts, 50% des prises, donc 3 sur 6, vont fonctionner, ce qui fait que le disjoncteur qui est là, maintenant, n'a plus besoin que de 16 ampères. Donc c'est pour vous montrer le mécanisme, hein, évidemment, c'est un peu bateau ce que je vous montre, c'est simple, c'est simpliste, mais dans l'idée, c'est ça, c'est de dire, j'ai un départ, c'est une prise, ok, elle fait 16 ampères, donc je la programme pour 16 ampères, mais elle ne va pas forcément être utilisée en même temps. Donc là, c'est la charge de l'utilisateur, c'est-à-dire que c'était vous, en tant qu'opérateur, qui allez indiquer, bah, attends, tiens, je voudrais rajouter 30% de réserve. Donc là, maintenant, du coup, on est sur du 20,8. Donc je sais que du coup, je pourrais rajouter 2-3 départs qui vont fonctionner en même temps par la suite, et j'aurai un petit peu de réserve sur le disjoncteur qui est là, pour le futur. Parce que si je le règle à 16, c'est tout, quoi. Je ne peux plus rajouter de départ, c'est fini. Si je rajoute un départ, il faut changer le disjoncteur. Voilà un petit peu, vous voyez comment fonctionnent les calques. Il est vraiment fait pour des gens qui font de l'étude, un chargé d'affaires qui va lire un cahier des charges, il va pouvoir prendre tous les départs les uns derrière les autres et venir les encoder et après vérifier si le client lui fournit bien l'intensité nécessaire pour installer son nouveau départ ou pour un exploitant qui va faire une modification de bâtiment, etc., qui va rajouter des départs sur un départ existant. On lui dit, bah tiens, il faudra rajouter ici des départs de machines, etc. Il va pouvoir vérifier si c'est faisable ou pas. En général, vous savez à peu près, vous connaissez vos installations, donc vous savez déjà si ça va être jouable ou pas. Et les calques, en quelques clics, va vous permettre de vous rassurer ou de confirmer ce que vous doutez, on va dire. Donc ici, si je viens sur ce disjoncteur-là, si j'appuie sur le bouton conception automatique, vous voyez automatiquement 25 ampères, parce que 20,3 ça n'existe pas, 25 ampères courbe C. Donc si on lui demande de choisir ici un fabricant, vous allez sur le bouton qui est là. Donc là, les 3-4 petits boutons qui sont là. Le premier, c'est le catalogue et les calques. Donc, quand on clique dessus, on clique sur un symbole, on clique dessus. En fait, on lui demande de trouver dans le catalogue et les calques des disjoncteurs qui correspondent au circuit. Alors là, j'ai du ABB, mais j'aurais, excusez-moi, j'ai cliqué sur gamme, donc il est parti sur gamme. Je vais y arriver. J'enlève ça. Tac, voilà. Ici, vous allez trouver tous les fabricants qui proposent des disjoncteurs modulaires, etc. Donc ici, du Legrand, du Schneider, etc. Donc vous avez un petit peu de tout. Alors les plus complets sont Schneider, Siemens, ABB, Legrand, où on trouve énormément, évidemment, de la gamme est très complète. Après les autres, c'est peut-être un peu moins complet, mais on peut faire des demandes d'ajout. Mais vous avez aussi catalogue utilisateur, saisie manuelle, où vous pourrez vous-même rajouter un disjoncteur. Alors là, tout ce qu'il me propose, c'est bon, ça peut marcher. Donc du 16, vous voyez la colonne d'intensité nominale, 16 ampères, 20 ampères, 25 ampères, 32. Je peux très bien mettre à 32, hein, c'est pas interdit. 2 pôles. Alors ce qui est important, c'est évidemment le pouvoir de coupure. Quel est mon pouvoir de coupure ici sur mon jeu de barre? Là, c'est 10 kg. Donc c'est le minimum qu'il me propose. Donc 10 kg, ok. Donc dans la colonne qui est là, je suis sur du Schneider. J'ai pas choisi la gamme.
je pourrais carrément taper la référence si je la connais, pour éventuellement si je la trouve. Deux pôles coupés, deux pôles protégés, 230 volts, 50 Hz, 16 ampères, et je suis à 6,18 kg. Donc je suis en dessous des 10, super. Si j'avais dépassé les 10 kg, on m'aurait proposé du 15, etc. Évidemment. Et là, vous retrouvez ici le réglage du thermique. J'ai pas mis de sélectivité, parce que de toute façon, j'ai pas de disjoncteur programmé en amont, donc du coup, la sélectivité ne peut pas marcher. Courbe C, différentiel 30 milli inconnu. Vous allez trouver ici les différents types de différentiels qui sont proposés. Alors si je prends celui-ci avec un différentiel celui-là, à 30 milli, donc là, vous voyez, il me dit disjoncteur IC60A, 2 pôles, 16 ampères. Il reprend en fait toutes les informations, il les fusionne pour en faire une ligne de nomenclature. OK, voilà, il est content, il m'a mis une référence fabricant. Par contre, là, j'ai toujours mon problème de contrainte thermique. Donc, je vais venir sur celui-ci. Alors, pour résoudre mon problème de contrainte thermique, allez, je vais augmenter ici ma section de câble. Peut-être qu'à un moment, même pas, vous voyez, même pas, ça marche pas, ça résout pas mon problème. Alors, d'où ça vient? Ça vient de plusieurs choses, hein. Je suis pas un spécialiste, mais voilà, si je viens ici, je baisse mon transfo, bon, j'aurai pas suffisamment de puissance. À un moment, il se peut que la contrainte thermique elle disparaisse parce que je j'ai pas d'énergie qui va traverser importante mes câbles. Du coup, ça va marcher. Il faudrait descendre peut-être encore un peu plus. Voilà, vous voyez, ça a disparu. En général, j'ai mon transfo sur la même page, mais là, j'ai pas mis sur la même page. Donc, tac, j'augmente un petit peu, paf, ouais, ça réapparaît. Parce qu'on a une énergie qui traverse. Alors, on peut résoudre ce problème-là en choisissant un disjoncteur qui a une courbe de limitation en énergie qui va absorber. Donc, l'IC60A n'a pas de courbe de limitation en énergie digne de ce nom, on va dire. Donc, par contre, l'IC60N, dans ce cas de figure-là, lui, c'est bon. On va prendre avec un différentiel ici qui va bien. Et là, au miracle, ça a disparu. Alors, je vous montre la fiche technique du disjoncteur. Voilà, là, c'est ça. Ça, c'est la fiche technique de Q7, la fiche produit. On retrouve sa référence, son type, l'intensité, la courbe, etc. Et on va trouver ici pouvoir de coupure de 0 à 133 volts, 36 kg en IEC 60947, 6 kg en IEC 60898, etc. Donc les pouvoirs de coupure sur un pôle. Et surtout, on va trouver également, je trouve plus, c'est où? Ah, c'est là-bas, courbe, excusez-moi, hop, voilà. On va trouver les courbes ici de déclenchement, courbe de temps courant, et les courbes de limitation en énergie pour 240 volts ou 415. Donc c'est cette courbe qui nous aide à absorber cette énergie et à résoudre ce problème. Donc on est obligé maintenant de contrôler ça, comme le pouvoir de coupure sur un pôle en IT ou en interne, on est obligé de les contrôler depuis 2015, et donc on est obligé de vous les proposer, de vous faire vérifier cette contrainte, ces contraintes. Donc aujourd'hui, les références matérielles sont mises à jour par rapport à ça. Il se peut que si vous utilisiez des catalogues anciens, on n'ait pas forcément les bonnes données parce qu'à l'époque, c'était pas forcément mis à jour et demandé. Voilà un petit peu, vous voyez comment ça se passe. Alors, soit vous faites ça et vous venez choisir ici la même référence partout sur une sélection multiple, soit vous faites clic droit sur ce disjoncteur-là, voilà, vous faites copier et vous sélectionnez les autres et vous faites clic droit, dupliquer, enfin coller la référence pour coller la même référence partout. Allez, on va faire un truc propre, on va le mettre ici. Tac, voilà, du coup ça a disparu. Et on peut bien sûr choisir une référence de câble. Vous pouvez nomenclaturer, enfin référencer tout ce que vous voulez. Hein, donc tout ce que vous voyez, les prises de courant, etc., vous pouvez les référencer. Donc là, on est sur les câbles. Il m'a mis du Acom, voilà les différents types de câbles qu'on va trouver. On va prendre du Nexan. Donc j'ai pour nos amis belges du XVB. Moi j'ai mis tous les pays, hein, donc j'ai pas limité uniquement à la France. Donc j'ai un petit peu tout, évidemment. Vous pouvez bien sûr choisir ici le type de allez, 8 milliards de V classique, voilà, 2.5. Alors lui, il cherche par rapport, évidemment, hein, toujours pareil au circuit, hein, il regarde du 2.5 minimum. Et là, j'ai mis une référence. Voyons un petit icône qui apparaît à côté des câbles, à côté des disjoncteurs, automatiquement. Si je veux vérifier la sélectivité, faudrait que je mette un disjoncteur assez conséquent ici. Donc, je vais lui enlever ici ça. Ah oui, je suis sur du ABB. Donc déjà, si je suis sur du ABB en dessous du Schneider, ça ne marchera pas la sélectivité. Donc, il faut que j'ai le même fabricant, bien sûr. C'est beaucoup mieux. Je sais pas si un NG125 ça va fonctionner. Je le fais un petit peu à l'arrache juste pour voir si ça marche.
Alors là, ça marche pas, évidemment. Je sais pas, je suis pas assez haut dans la gamme, hein. Il faudrait que je sois plus haut dans la gamme. Mais toujours est-il qu'on va voir ici, vous voyez, sélectivité amont d'exploitation. Donc vous avez des messages quand même qui vous avertissent si vous êtes sélectif ou pas, ou si vous allez être sélectif total. Si je retourne sur une référence fabricant, comme j'ai demandé vérification de la sélectivité, lorsque je vais choisir une référence fabricant, s'il veut bien, voilà, il va vérifier, alors, sans filiation, par exemple, et sélectivité totale, il faut qu'elle soit supérieure à 3380 ampères. Donc là, on a une sélectivité d'exploitation. On est à 2300. On n'est pas total. Donc ça vous montre qu'on peut faire une sélectivité totale, évidemment, mais on peut également utiliser des sélectivités, ce qu'on appelait partielles, en fait, avant, ce qu'on appelle exploitation. Donc il vous le dit, hein, il vous dit également, attention, on n'est pas sur une sélectivité totale, mais partielle. Donc dans les calques, on peut également vérifier les courbes, parce que je vois que l'heure avance et comme je suis bavard, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc je peux ici faire clic droit, ajouter la courbe ici. Donc vous pouvez comme ça comparer, ajouter la courbe du câble et voir si effectivement votre câble ne dépasse pas, s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous pouvez mémoriser vos courbes, les enregistrer pour pouvoir les imprimer dans la note de calcul avec des majuscules, c'est mieux. Comme C1, vous expliquez ce que vous avez fait, évidemment. OK. Vous pouvez ici, dans le menu des symboles, on a également, je me suis trompé, hop, tac, je reviens dessus, on a ici des tableaux de légende, ce qu'on appelle les tableaux de légende. Vous pouvez donc mettre ici une en-tête, repère, description. Alors c'est modifiable, hein. Si vous faites un clic droit, vous pouvez changer, décomposer et en faire ce que vous voulez. On a une petite flèche ici qui permet de rester appuyé dessus et de venir glisser. Alors j'ai mal fait les choses. Je me dépêche, je fais des bêtises. Voilà, hop, ça c'est mieux. On vient ici, on agrandit. Vous voyez, automatiquement, en fait, le tableau qui se retrouve en face d'un départ reprend automatiquement les informations. Donc on a bien un PC bureau, PC bureau, PC bureau, 16 ampères, etc. Et on a la désignation du câble. Vous pouvez en faire d'autres. Par exemple, si je fais clic droit sur celui-ci, changer par EX2 que j'ai créé, au lieu de récupérer les informations calculées, je récupère la référence du fabricant. Donc j'ai changé le tableau en fait, hein, je l'ai personnalisé. Donc après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez récupérer plein d'autres choses. Donc vous voyez, ça vous permet de personnaliser complètement l'édition et de vous retrouver ici avec un schéma qui correspond exactement à ce que vous avez envie. Dans les calques, on peut également créer des scénarios. Alors je vais faire normal secours, hein, je vais faire quelque chose de simple pour vous montrer au moins le fonctionnement. Normal secours, oui, j'écris même la moitié. Je vais ajouter ici dans divers. Ah oui, je ne l'ai pas. En fait, tout à l'heure, j'ai créé un inverseur de source, mais je l'ai fait dans la norme NF. Et donc, comme les départs ici sont complètement reliés à la norme, c'est normal, hein, on ne peut pas mettre un départ NF ici quand on travaille en CEI, ce qui est logique. Donc lui, il me propose ici uniquement les schémas qui correspondent à la CEI. Et moi, je me suis tout à l'heure créé des inverseurs de source en NF. C'est pas grave, hein, tant pis, je vais le faire au pied levé. Donc je vais aller chercher une génératrice. Je vais mettre ici un inter, un câble. Alors, je peux l'allonger puis venir le brancher là. Alors là, tout de suite, les calques, il n'est pas très content parce que je viens de brancher une autre, deuxième source sur mon réseau. Donc il me dit, ben, le logiciel ne gère pas deux sources en même temps. Attention, en même temps, c'est-à-dire que là, j'alimente par deux points différents. En plus, elles ne sont pas tout à fait identiques, donc il y a des problèmes. Donc là, je vais lui mettre ici sur cette source une couleur différente pour qu'on repère bien, voilà, qui alimente quoi. Donc je suis en mode normal, je vais dire, bah oui, mais en mode normal, en fait, la généraliste ne fonctionne pas. Et ici, on a l'inter qui est ouvert. Et en mode secours, ça sera le contraire. Je vais ouvrir ici. Vous voyez, donc vous pouvez faire un clic droit et ouvrir, et donc faire vraiment votre process. Je l'avais mis en orange, mais il ne me reprend pas orange. Hop, voilà. Donc là, je suis en secours, là, je suis en normal. Mode normal, mode secours. Ah, il m'a changé de transfo, en fait. D'accord, j'ai fait une bêtise. Hop, je vais revenir en bleu. Voilà. Hop, voilà. Normal, secours. Ce qui fait que je vais pouvoir afficher les courants de court-circuit. Là, je suis à 0 parce que je suis en mode secours. J'ai rien mis au niveau de ma génératrice. Je vais lui dire que c'est une génératrice de. Alors, vous voyez, on le voit en temps réel, hein.
Oui, je change la valeur, je vois tout de suite où en est mon IK. Donc si on vous dit, tiens, au niveau du jeu de barre ici, j'ai un IK de 10 quelque chose, vous pouvez, voyez, en décalant, à peu près savoir quel type de transfo vous aurez à faire, quoi. Il n'y a pas que ça hein, pour l'IK, évidemment, il y a la longueur du câble, il y a pas mal de choses. Hein. Évidemment, si je mets ici 50 mètres de câble, on va avoir un IK qui va, il a vraiment chuté, quoi. Donc il y a plein de choses qui évidemment jouent sur votre IK max. Donc, vous voyez, automatiquement, ça vous permet de créer des scénarios et de voir. Alors, il y a un mode synthèse également. Ici, j'ai normal secours, mais j'ai synthèse. Le mode synthèse va reprendre les deux, les trois, les quatre, tous les modes de fonctionnement et en faire une synthèse et vous indiquer s'il y a un problème quelconque dans un des modes. C'est-à-dire, est-ce que votre disjoncteur, si à un moment on l'utilise en normal, il fonctionne bien, et on l'utilise en secours, il ne fonctionne pas, quoi, il y a un problème. Donc, il va falloir trouver un disjoncteur qui fonctionne dans les deux modes, évidemment. Donc, ce mode synthèse vous permet de faire ça. Donc, pour continuer, vous pourrez sortir, donc du coup, évidemment, je vais faire les schémas, tiens, ça sera plus sympathique. Le synoptique, sorti des schémas unifilaires. Ah oui, le THD, monsieur Gérard Leroux pose la question, le THD à 45. Bonne question, vous avez raison, je reviens dessus. Effectivement, si on revient sur le répartiteur ici, le THD est à 45, il est en rouge. Alors, il vient en fait des prises, les prises sont à 15. Vous voyez, la valeur de chacun des consommateurs est modifiable. Il y a une valeur qui arrive par défaut. Le défaut, c'est vous qui l'indiquez. Donc, il faut faire attention évidemment à ce qui vous met. Donc, on est toujours sur les fourchettes de 0 à 15, 15-33 et supérieur à 33. Donc, ça, c'est pour les consommateurs. Donc là, 15, 15, 15, j'ai 15 partout. D'accord. Ce qui fait qu'il va faire un calcul et il me dit, bah, le THD à ce point-là, au niveau du répartiteur, il est à 45. Et 45, c'est un peu embêtant, ce qui fait que les câbles qui sont au-dessus vont être impactés en fait. Si on retourne sur ce câble-là, on voit que le taux d'harmonique est de 0,64. C'est la valeur en CEI. Hein. En NF, c'est pas la même chose. C'est 0,58 ou 84. Là, on est en 0,64 parce qu'on est en IEC. Donc, c'est le fait que l'harmonique vient impacter. Alors, soit je change ici, je dis, bah non, là, j'ai 9. Oh là, pardon. 9, voilà. Et du coup, là, je suis passé à 42. Mais je peux aussi, dans la troisième icône qui est là, vous voyez la troisième icône des 5 qui est ici, retrouver la valeur 42 et la forcer. Donc je coche là, je dis, ben tiens, toi, tu es, à 14, donc en dessous de 15. Et donc le câble, le ou les câbles qui sont au-dessus auront, vous voyez, on est passé à 0,68. Oui, voilà. Donc le taux harmonique est moins impactant grâce à sur le câble en amont. Alors, évidemment, le but n'est pas de tricher et pas de venir là puis de changer la valeur pour dire de pouvoir passer. Hein. Si vous dites, tiens, je suis à 14, c'est quand même en rouge, vous voyez. Les consommateurs font 42. Le fait de venir forcer ici, c'est le but de simuler un filtre que vous viendrez installer sur votre répartiteur pour faire chuter à 14. Alors aujourd'hui, on ne calcule pas les filtres d'harmonique dans les calques, on peut donner la valeur. Donc ça, aujourd'hui, il faut que vous calculiez en dehors des calques. Bon, il y a des questions de développement là, dans ce domaine-là. Pourquoi pas un jour, peut-être qu'on aura un petit symbole de taux d'harmonie de filtre qui permettra de l'ajouter sur un répartiteur et de faire chuter et de calculer. Pourquoi pas? Parce que les filtres, ça se calcule avec des courbes, etc. Donc pourquoi pas? Mais aujourd'hui, ça n'existe pas dans les calques. Il faut rentrer la valeur que vous avez calculée pour faire chuter votre taux d'harmonique ici au niveau de votre répartiteur pour éviter que vos câbles soient impactés par ce taux d'harmonique. J'espère avoir répondu complètement à votre question, monsieur Leroux. Donc, si je sors le synoptique, voilà ici mes schémas, vous voyez, mes deux folios, ou trois ou quatre, en fonction de ce que vous allez dessiner. Et on peut les sortir en PDF ou en DWG. Donc ici, aperçu folio, générer PDF, donc on va donner le nom, etc. Donc ça va vous donner effectivement un PDF pour chacun des folios qui se retrouvent ici. Alors, c'est exactement ce que vous allez imprimer, c'est-à-dire que l'affichage que vous choisissez, si je choisis cet affichage-là, si je viens mettre du dessin, oui, je pourrais par exemple mettre une bobine MX ici. Voilà, je dis, bah, tiens, j'ai une bobine, oui, j'ai mon symbole qui est à ma souris, je viens le positionner, tac, je viens le coller à côté de, voilà, je viens dessiner, en fait, je vais compléter mon symbole, je vais dessiner exactement ce que j'ai mis à l'écran. Voilà, ici, vous voyez, on a Zoom Plus. Je vais arriver à. J'arrive pas à. Ah, si, voilà. Hop. Voilà, ici, on a bien le dessin qu'on a fait. Donc, on vous a rajouté des petits composants pour que vous puissiez
Alors ils appellent ça du décor, donc on va décorer vos folios. Si on génère les notes de calcul, dans la note de calcul, on peut sortir pas mal de choses. Donc la liste des départs, évidemment, la nomenclature par repère, par référence, la liste des câbles, pareil, carnet de réglage, les anomalies ou erreurs. Alors c'est pas grave d'avoir des anomalies ou des erreurs dans une édition de note de calcul. Ça permet justement d'en discuter, de dire tiens, j'ai trouvé quelque chose, qu'est-ce qui se passe, j'ai peut-être pas la bonne information et d'en discuter autour d'une table et tout ça. C'est pas très grave parce qu'il y a certains produits vous interdisent de sortir la note de calcul tant qu'il y a des erreurs. Mais bon, ça veut dire que quelque part on va essayer de tricher. Là non, notre but c'est de vous dire il y a ça et de trouver des solutions. On peut sortir les arcs flash ou les courbes également. Vous pouvez mettre votre logo. On va générer le rapport. Voilà mon rapport. Donc après, toutes les informations apparaîtraient ici. Là, vous allez trouver tous les circuits. Voilà, ici. Voilà, tac. Vous allez donc retrouver. Alors, comme j'ai demandé d'afficher les recommandations et les erreurs, on les retrouve également sur chacun des départs. Je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, ici, vous voyez, on retrouve bien section. Alors, comme vous dites, moi, c'est pas très grave, c'est une démo. Ça vous permet de voir que le produit fonctionne bien, hein. Les erreurs, ça marche toujours bien, les erreurs. De toute façon, c'est nickel. Donc, non conforme, conforme. On trouve exactement toutes les informations de votre calcul. Il vous dit pourquoi il y a un problème. Et après, vous pouvez évidemment ne pas les afficher. Donc, vous voyez, je régénère le rapport sans faire apparaître ces erreurs-là. Alors, elles apparaissent quand même là-dedans, hein, dans la liste des recommandations. Vous voyez, on les trouve ici. Dans la liste des erreurs, vous les avez, mais elles n'apparaissent plus sur les départs. Alors, le fait de les avoir mis sur liste départ, ça permet de condenser et d'avoir une page avec tout dedans, parce que avant, là c'est facile, j'ai que quelques départs, donc il n'y a pas beaucoup de pages, mais sur certaines installations, ça devient compliqué. Là ici, on a la nomenclature avec les repères et les références, la nomenclature par référence avec les quantitatifs, même chose pour les câbles. Vous avez également la longueur des câbles cumulés, le carnet de réglage. Alors, le carnet de réglage, c'est génial parce qu'on va pouvoir comme ça avoir exactement les valeurs de réglage des disjoncteurs le jour de la mise en route. Et donc, si un jour quelqu'un dit ça disjoncte tout le temps, on pourra vérifier si personne n'a touché au réglage d'origine. Les recommandations, la courbe, bah, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Ce qui est top aussi, c'est le bilan de puissance parce que c'est très graphique. On voit bien ici ce qui se passe sur chacun des répartiteurs et sur les sources. Donc c'est assez sympa parce qu'on voit vraiment bien si on consomme tout, si on a de la réserve au niveau des transfos et comment c'est raccordé également le phase 1, phase 2, phase 3. Vous allez voir tout ça à ce niveau-là. Vous avez également ici un résumé des courants de court-circuit. Là, je l'ai mis simplifié. Vous avez simplifié ou détaillé. Donc détaillé, vous auriez l'ensemble des courants de court-circuit départ par départ. Vous pouvez également sortir toute la note de calcul. Comme j'ai travaillé par page, je peux sortir uniquement une page sélectionnée. Je dis, tiens, je vais sortir la note de calcul de cette page-là. Je vais générer mon rapport en fonction de cette note de calcul. Donc, je n'aurai que la page numéro 2. Et vous pourrez comme ça choisir d'imprimer qu'une localisation, une sélection dans votre folio. Donc, vous avez vraiment toutes les possibilités pour sortir exactement ce que vous avez envie de sortir. Donc, si vous dites, bah, tiens, je vais sortir que ce départ-là, vous le sélectionnez. Vous allez après dans la note de calcul et vous sélectionnez ici sélection en cours et vous n'aurez que le circuit que vous avez choisi. Parce que sinon, des fois, on se retrouve avec 200, 300 ou 500 pages. Bon, ça, si on n'a touché qu'un seul départ, c'est pas la peine d'imprimer l'ensemble du dossier. Exporter en Excel ou en Rexel. Donc, on peut sortir maintenant. Donc, si je fais exporter Excel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans la présentation, dans le préambule, ouais, tous les cookies, voilà. Moi, j'ai pas de compte Excel, mais bon, vous avez peut-être des comptes Excel. Le but ici, c'est de vous raccorder directement à votre compte utilisateur Excel et de passer votre commande en live depuis votre étude ElecCalc. Et si on fait ici générer rapport, donc si je fais nomenclature, générer rapport, voilà la nomenclature qu'on va sortir en Excel. Donc il va ouvrir l'Excel et puis donc ça là-dessus vous sortez, vous en faites ce que vous voulez également et vous sortez les étiquettes par exemple sur les étiqueteuses. Vous voyez donc on peut vraiment sortir des calques pas mal d'informations qui sont exploitables après par d'autres outils. Pour terminer, vous pouvez, j'aime bien montrer ça ici, par exemple le transfo, parce que la démo c'était de la création à l'exploitation. Donc quand on veut exploiter ensuite un projet, on va pouvoir par exemple aller lui mettre, je dois avoir un folio de transfo, voilà, ici, une image de transfo. En fait une image, on voit qu'il y a un trombone qui apparaît, une trombone qui apparaît à côté, et ça vous ouvre en fait votre image. Donc vous pourrez comme ça associer
des fichiers PDF, Excel, Word, ce que vous voulez, des images, à certains symboles de votre synoptique. Alors ça va vous servir après pour repérer facilement une fiche technique, une notice d'utilisation, une fiche d'intervention, les étiquettes de Dark Flash, etc. Les étiquettes. Tac, tac. Si je touche à rien, il veut bien normalement. Voilà, là il veut bien. À mon avis, en haute tension, j'ai dû oublier quelque chose. Note de calcul, Arc Flash, euh, tout généré. Voilà. Donc, voilà. En fait, ça va vous sortir ici l'étiquette classique normalisée que vous pourrez après coller sur vos tableaux pour indiquer. Vous allez retrouver la tension, la classe de gants, la distance à respecter, etc. Et surtout l'énergie maximale à distance de protection. Donc l'énergie que vous pouvez éventuellement recevoir. Donc là, on est sur 1,2 calories par centimètre carré, c'est-à-dire c'est une brûlure au deuxième degré. Donc après, c'est à vous d'indiquer ce que vous souhaitez faire. Voilà, j'ai un petit peu débordé, excusez-moi, je me suis dépêché. J'espère vous avoir montré un maximum de choses et vous avoir donné envie de continuer avec Elecalc. N'hésitez pas à revenir sur vos commerciaux respectifs et les personnes qui s'occupent de vous. Je pense de toute façon, on aura la liste des participants et les questions que vous avez posées. Et les commerciaux vous rappelleront si vous souhaitez être appelé pour une autre démo peut-être plus personnalisée, des questions techniques ou une offre sur une solution Elecalc. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. Bonne journée.